Hello, donc je vous prends aujourd'hui pour ouvrir ce vlog. Je suis désolée, vous êtes pas très droit, c'est bon, ça va mieux. Donc je viens voir ce vlog, un jeudi bien sûr. J'avais une semaine hyper chargée au boulot, donc j'ai pas du tout réussi à vous prendre. Donc voilà, je vous prends là pour ouvrir ce nouveau vlog. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. Parfois je vais commencer, peut-être par ma lecture en cours. J'ai commencé. Non, enfin, je sais pas comment. J'ai commencé lundi. Meurtre et Muffins aux myrtilles de Joanne Fluck. Donc, c'est un tome 3. Je donc le lis en lecture commune avec Emeline, donc ma copine des 10 petites lectrices du book club. C'est vraiment ma copine avec qui je lis mes 7 séries, 7 sagas de Cozy Mystery. Voilà, je suis à la fin. Il doit me rester à peine 100 pages, je pense, 100 pages. Très bonne lecture, c'est mon tome préféré pour l'instant. Je ne vois même pas venir le meurtrier. J'adore. C'est des trois, c'est celui-là où je suis à fond. Le premier, j'ai eu du mal. Le deuxième, c'était déjà un peu mieux. Et là, le troisième, je suis totalement dans l'intrigue. J'adore. Avec Emeline, on se dit la même chose. Ça ressemble beaucoup, en fait. Pas beaucoup, ça ressemble pas, mais l'écriture est addictive comme les détectives du Yorkshire. Vraiment, c'est qui est quand même une saga Cozy Mystery qui est top. Celui-ci, il est vraiment super. Ce tome 3, moi en tout cas, j'adore. Emeline aussi, on adore. Donc là, ça se passe au mois de février-mars, donc totalement là, cette époque-là. C'est vraiment, on le lit pile poil à la bonne période, donc je trouve ça vraiment sympa. J'espère finir demain pour enchaîner sur une autre lecture, mais plutôt pour une lecture d'un des prix pour qui je suis jurée. Donc voilà, très bonne lecture et je vous conseille vraiment cette série de Cozy Mystery si vous ne connaissez pas. Voilà pour ma lecture en cours. Hier, je n'ai pas pu vous filmer parce que de toute façon je n'avais pas trop envie de vous filmer ça. Parce que, revenons, voilà, hein, je vais mettre un petit contexte quand même. Je vous ai parlé dans l'autre vidéo que j'ai donc été choisie en fait. Je me suis inscrite pour une rencontre chez Babelio avec donc Éric de Kermel. Éric de Kermel qui est donc l'auteur de la libraire de la place aux herbes, qui est vraiment très connu, dont j'avais beaucoup aimé ce roman-là et c'était vraiment un roman assez particulier. C'est parce que c'est un des premiers romans que j'ai chroniqué sur mon compte Instagram. Vraiment c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et j'ai vu donc que Babelio proposait une rencontre avec lui. Et j'ai donc sauté sur l'occasion, je me suis dit bah ouais pourquoi pas pour voir cette nouvelle lecture et lui parler. Je me suis donc inscrite et j'ai donc reçu 2 livres de Éric de Kermel, Le Jardin de Zagarande et La Traversée des Lumières. Donc c'est pour ça que je vous en reparle. J'ai donc lu le week-end dernier La Traversée des Lumières en 2 jours. C'est vraiment un petit livre, il fait 200 pages et c'est écrit très gros aux éditions Flammarion. Que j'ai aimé. Je vous en ai parlé dans l'autre vlog que je vous ai fait un peu un retour sur ce livre-là. Et donc hier, je suis allée donc à la dédicace, rencontre dédicace de Éric de Kermel chez Babelio. Et Babelio se trouve à 2 rues de mon boulot. Donc déjà, super. Pour moi, j'adore. Je suis donc allée avec une de mes copines, Victoria, qui a aussi une chaîne sur Instagram. Et donc Victoria aussi, qui aime aussi bien cet auteur. Arrivée là-bas, j'ai pris une photo, mais j'ai pas trop voulu filmer. Je trouve ça un peu bizarre. Je suis là pour écouter, je suis pas là pour filmer. Voilà, je vous ai pas filmé cette rencontre-là. Mais voilà, il nous a expliqué pas mal de choses sur ces romans-là. Et moi, j'ai pas lu encore Les Jardins de Zagarande, mais j'ai lu donc La Traversée des Lumières. Et il a fait pas mal de... Voilà, il nous a parlé un peu de ce qu'il allait écrire après. Et il nous a dit un peu où ça allait se passer. Et je suis très pressée de savoir où est-ce que ça va se passer. Et il nous a aussi dit que
voilà, il nous a aussi parlé de son personnage principal avec qui voilà, il a écrit ce livre-là. Donc assez pressée de voir la suite, pas la suite, mais voir un peu ses autres romans. Il a aussi parlé de la libraire de la Place aux Herbes. Il nous a un peu expliqué qu'en fait c'était une vraie librairie et qu'il a en fait il s'est associé avec des personnes pour racheter cette librairie là. Et il est propriétaire avec d'autres personnes de cette librairie, donc à Uzès, dans le sud. Donc je trouve ça super sympa de nous avoir parlé de ça. Et ça me donne encore plus envie d'aller voir cette librairie, d'aller voir comment est cette librairie. Voilà, c'était donc j'ai donc rencontré Eric de Carmel hier et j'ai donc eu une petite dédicace, donc je suis super contente. Je suis repartie avec mes 2 dédicaces de mes 2 livres. Que je ne vois pas. Voilà, de mes 2 livres. Donc super. Très belle rencontre. Babelio, c'était super. C'était 1 heure de rencontre, 30 minutes d'échange. Ils nous ont même prévu un petit buffet. Je trouvais ça vraiment sympa. Et voilà, donc je pense que je réitérais cette rencontre, cette inscription à la rencontre avec Eric de Kermel, donc très contente. Et voilà, donc je remercie encore Babelio de m'avoir choisi parmi pas mal. Et je remercie aussi Eric de Kermel pour ce roman qui est son dernier roman, qui est vraiment très bien. Donc, sur ce, j'ai aussi, donc je vais vous parler d'une réception que j'ai eue. J'ai gagné un concours, le concours de petite lectrice qui s'est fait en janvier, donc il y a d'ici un bout de temps. Je l'ai reçu cette semaine. J'ai donc reçu le dernier, donc Bernard Weber, La Diagonale des Reines. C'était un gros concours qu'elle avait fait, donc Estelle de petite lectrice, et j'ai eu la chance de gagner ce beau livre, ce gros livre surtout, voilà, ce gros pavé. Je vous avoue que j'ai jamais lu de Bernard Weber, oui, honte à moi, vous pouvez dire. Donc ça sera mon premier Bernard Weber. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais en tout cas ça m'intrigue, c'est un auteur qui m'intrigue. Donc très contente de l'avoir reçu. Je vais vous lire le résumé. Ici, vous n'étiez qu'un pion dans leur jeu. 2 femmes, 2 destins, 2 visions opposées du monde. L'une croit dans la force du groupe, l'autre en l'individualisme. Leur duel est inévitable. Laquelle aura l'avantage? Des années 70 à 2050, entre guerre, attaques terroristes et espionnage, elles vont s'opposer sans répit et sans merci. Leur terrain des jeux s'étend aux 4 coins de la planète, devenu un échiquier géant dont les humains sont les pièces. Dans ce roman puissant porté par 2 héroïnes exceptionnelles, Bernard Werber ajoute l'art de la stratégie à ses thèmes de prédilection pour nous entraîner dans une aventure contemporaine fascinante et visionnaire. Oh là là, ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, Loulou. En tout cas, un gros roman. Hein. C'est marrant, Échec, dernier livre de Eric de Kermel. Échec aussi. Peut-être pas le lire tout de suite. Parce que, voilà, je vais pas enchaîner sur ça. Mais en tout cas, ouais, très beau roman. Je remercie donc Estelle, petite lectrice, pour ce concours et pour m'avoir donc envoyé ce beau livre. Voilà tout. Je sais plus sur quoi je voulais enchaîner. Si ma lecture audio, je suis toujours en train d'écouter La Chambre aux papillons de Lucinda Riley. Je suis donc au chapitre je suis à la page 121. Voilà ce que j'ai écouté, c'est pas beaucoup, hein. J'ai pas beaucoup écouté. Je suis pas trop dedans, même si Lucinda Riley est vraiment top, hein. Je suis pas trop dedans en ce moment. Je sais pas, c'est peut-être pas la période. Mais voilà. L'écoute que j'ai en ce moment. Voilà, je pense que c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser là. Et donc je vais vous reprendre tout à l'heure.
j'ai fait donc un petit week-end à Angers, donc j'ai fait pas mal de visites, j'ai croisé pas mal de librairies, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer niveau donc voyage. J'ai aussi pas mal de choses à vous dire sur mes lectures terminées. Tout d'abord, je vais commencer donc par une réception. Donc c'est une commande que j'ai faite donc sur Vente Privée. Vente Privée en fait ils ont fait une vente sur des livres d'occasion. Et donc j'ai regardé un peu ce qu'ils proposaient et j'ai fait une sélection donc, de 4 livres. De 4 livres que je n'avais pas et qui me tentaient beaucoup. Donc le premier livre que j'ai pris donc, sur Vente Privée donc, en occasion, c'est donc Barbara Constantine et puis Paulette. Donc les livres sont pas en très très bon état, ils sont en bon état, pas en très bon état. Donc voilà, celui-ci vous voyez il est un peu gondolé, bon ça je m'en fiche un peu en soi. La couverture est un peu abîmée juste ici. Après voilà, je m'en fiche un peu tant que les pages sont dedans, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai vu beaucoup de fois ce roman passer donc sur Bookstagram et il me disait bien. Je vais vous lire le résumé. Ferdinand vit seul dans sa ferme et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un jour, il passe chez Marceline, sa voisine, et découvre que son toit est sur le point de s'effondrer. Très naturellement, ses petits-fils, les Lulu, lui suggèrent de l'inviter à la ferme. L'idée le fait sourire. Mais ce n'est pas si simple, certaines choses se font, d'autres pas. Il finit tout de même par aller la chercher. De fil en aiguille, la ferme va se remplir, s'agiter, recommencer à fonctionner. Un ami d'enfance devenu veuf, deux très vieilles dames affolées, des étudiants un peu paumés, un amour naissant, des animaux, et puis Paulette. Donc voilà, ça a l'air d'être assez sympa, a l'air un peu dramatique, mais ça a l'air vraiment assez sympa comme lecture. Voilà. Dites-moi si vous connaissez. Après, je me suis prise Labyrinthe de Kate Moss. Alors Kate Moss, je l'ai découvert grâce en fait à la Cité des larmes et à la Cité de feu. Donc que j'ai lu il y a 1 an et 2 ans. Donc il y a 2 ans j'ai lu donc la Cité de feu que j'avais adoré. Et il y a 1 an est sorti donc en livre de poche chez Pocket plutôt la Cité des larmes. Et c'est vraiment un de mes romans historiques préférés. J'adore en fait, ça va être une trilogie. Pour l'instant il n'y en a que donc 2 qui sont sortis. Et j'attends vraiment avec impatience le 3e tome. Dans celui-ci, c'est donc ça s'appelle Labyrinthe et on m'a dit que si j'ai aimé la Cité de feu et la Cité des larmes, j'aimerais ce roman. Donc je suis assez impatiente à le lire et que celui-ci est bien meilleur que les 2 autres. Le livre, je vous avoue, je suis hyper déçue. Là, c'est même pas en bon état, hein, c'est un très mauvais état. Déjà, il est jaune, la couverture, n'en parlons même pas. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais sérieusement, j'ai dû payer 4 € et ça vaut même pas 1 euro. Hein. Je suis un peu déçue, je suis même à 2 doigts de le renvoyer en fait tout simplement à Vente Privée et leur dire que c'est un peu du foutage de gueule. Excusez-moi du terme. Voilà, mais en tout cas, c'est un roman que je voulais absolument, donc on verra bien si je le renvoie ou pas. Je vais vous lire le résumé. Juillet 1209, dans la cité de Carcassonne, Alaïs, 17 ans, reçoit de son père un manuscrit censé renfermer le secret du Graal. Bien qu'elle n'en comprenne ni les symboles ni les mots, elle sait que son destin est d'en assurer la protection et de préserver le secret du labyrinthe. Née dans les sables de l'ancienne Égypte. Juillet 2005, lors des fouilles dans des grottes aux environs de Carcassonne, Alice Tenner trébuche sur les 2 squelettes et découvre gravé dans la roche un langage ancien qu'elle croit pouvoir déchiffrer. Elle finit par comprendre, mais trop tard, qu'elle vient de déclencher une succession d'événements terrifiants. Désormais, son destin est lié à celui qui connurent les Cathares 8 siècles auparavant. Traduit dans 36 pays, Labyrinthe vient d'être récompensé au British Book Award. Ouais, donc c'est vraiment un super roman, hein, ce qui paraît vraiment un thriller historique. J'hésite vraiment à le renvoyer et à m'acheter neuf parce que là vraiment je vous avoue je suis dégoûtée. Voilà, la couverture elle est comme ça quand même. Hein. Voilà. En tout cas, j'adore Kate Moss, donc je pense que ça va être top à lire. Par exemple, j'adore en fait lire des sagas historiques, des thrillers historiques. J'adore lire ça l'été. En plus Carcassonne, ça fait été, moi je trouve. Bon, on verra bien, mais voilà. En tout cas, si vous connaissez pas Kate Moss, sautez sur Kate Moss. 3e roman que je suis prise, c'est donc Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido. Bon, un peu moins, il est un peu en meilleur état que les autres.
Bon, la couverture est un peu gandolée, mais encore les pages sont pas mal, hein, moi je trouve. Hein. Donc il a été donc au prix des lecteurs sélection 2015, donc vous voyez, ça fait assez longtemps quand même qu'il est sorti. Je vais lire le résumé. Sisong est un jeune garçon d'origine modeste qui vit dans la Chine du XIIIe siècle. Après la mort de ses parents, l'incendie de leur maison et l'arrestation de son frère, il quitte son village avec sa petite sœur malade. C'est à Linan, capitale de l'Empire, qu'il devient fossoyeur des champs de la mort et il est accepté à la prestigieuse Académie Ming. Son talent pour expliquer les causes d'un décès le rend célèbre. Lorsque l'écho de ses exploits parvient aux oreilles de l'empereur, celui-ci le convoque pour enquêter sur une série d'assassinats. S'il réussit, il entrera au sein du Conseil des Châtiments. S'il échoue, c'est la mort. C'est ainsi que Sisong, le lecteur de cadavres, devient le premier médecin légiste de tous les temps. Un roman inspiré par la vie d'un personnage réel, captivant et richement documenté, où dans la Chine exotique de l'époque médiévale, la haine côtoie l'ambition comme l'amour, la mort. Vraiment, ça a l'air aussi top. Donc c'est encore un gros pavé, ça aussi. Hein. 800 pages, hein, quand même. Voilà. Ah, il a fait aussi un autre livre qui s'appelle La Scribe. Je connais pas du tout en plus cet auteur, donc très... Ouais, la couverture elle est pas top, hein, ouais, elle est un peu... Voilà, c'est pas de très bon état, hein, ce livre-là. Hein. Un peu déçu par l'état. Dernier livre que j'ai trouvé donc sur vente privée. Celui-ci est en bien meilleur état que les autres. C'est donc d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, donc je l'ai connue il y a très longtemps. Je l'ai connu, je devais lire son livre pour la 3e, donc avec Nous et moi, qui est quand même un de ses romans les plus connus, on va dire, de ses romans les plus connus. Et ce livre-là, moi je l'avais vu passer, qui me disait bien. Est-ce que j'ai les résumés? Bien sûr que non. Non, mais en tout cas... Ouais, j'ai même pas le résumé. Ouais, donc il est en très bon état celui-ci. Hein. Alors, il y a juste une citation. Tu sais, parfois je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. En tout cas, dites-moi si vous connaissez. Je connais pas mal de gens qui l'ont lu et qui avaient adoré ce roman-là. Donc, à voir. En tout cas, j'aime beaucoup Delphine de Vigan de toute façon. Donc, je pense ne pas être déçue par ce livre-là non plus. Je vous laisse là. Je reviens dans 2 minutes. Bon, là, je pense que ça va être mieux. J'ai la lumière, c'est un peu mieux. Donc, je vous ai montré donc, tout ce que j'ai eu sur vente privée. Alors, ça vaut le coup, mais quand c'est en très bon état. Là, c'est vraiment pas en très bon état du tout. À voir ce que je fais, si je garde, si je renvoie, on verra. Après, alors, je vous disais donc que j'ai fait donc un week-end un peu de visite dans la Loire. Et j'ai donc, on va dire, j'ai donc visité pas mal de châteaux et de librairies dans les châteaux. Et j'ai pu donc trouver donc, des livres qui me plaisent, qui me plaisaient, que je connaissais déjà. Donc déjà, on va commencer par... Alors, j'ai fait donc... On a fait donc le château de Angers. Ils avaient une petite librairie sympa. Et donc j'ai trouvé donc 2 livres. 2 livres, donc 2 on va dire plutôt, un c'est plutôt un roman historique et un c'est plutôt un thriller historique. Donc tous 2 qui parlent du Moyen-Âge. Parce que donc le château d'Angers, il faut savoir que c'est un château qui date du Moyen-Âge et c'est un château où il y a une grande tapisserie, donc la tapisserie de l'Apocalypse et qui vend en fait, donc qui est vraiment en fait, qui ont une scénographie assez sympa et dedans il y a donc il y avait donc une petite librairie et j'ai donc croisé 2 livres qui me disaient bien. Donc le premier c'est donc celui-ci, c'est donc Mort Noire, 1348, la peste innocente telle les meurtriers, de Laetitia Bourgeois, donc publié chez 10-18. Alors je vais vous lire le résumé. 1348, la peste ravage le royaume de France dans la ville du Puy. Un homme est assassiné et son meurtre camouflé en décès dû à la mort noire. Mais les cadavres mal enterrés trouvent toujours un moyen de refaire surface. 13 ans plus tard, alors qu'une deuxième vague de l'épidémie fauche de nouveau les vies, un mystérieux corbeau semble déterminé à rallumer le souvenir de l'homme aux cheveux de paille et au tempérament de feu. Accusations et maléfices sont décimés, forçant le capitaine de la ville à ouvrir une enquête qu'il n'avait jamais eu l'intention de mener. Sur fond de tension née de la crainte de la maladie, le capitaine devra dévoiler un à un les secrets de chacun. Donc voilà, c'est un thriller historique qui a l'air hyper sympa, donc bon, hyper sympa, sur la peste.
hyper sympa. Mais en tout cas, c'est vraiment le thriller historique sur le fond de maladie, de noir en fait. Moi j'aime bien les thrillers noirs un peu. Et vraiment super intéressant. Ça me fait penser à... Allez, un roman historique qui se passe au Moyen-Âge. Ah si, Angélus de François-Henri Soulier. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman que je vous conseille. C'est un roman, un thriller historique qui est très très bien, assez noir, qui en fait parle de mort dans la chrétienté, qui ressemble aussi beaucoup au Nom de la Rose. Je sais pas si vous connaissez, qui est quand même très connu, un roman qui est très très connu. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment celui-ci, Angélus, si vous connaissez pas. Moi je l'ai en version brochée, je sais qu'il est sorti en version poche, donc je vous conseille beaucoup ce roman-là, que j'aime beaucoup. Et en fait, il a sorti en fait une trilogie. Moi j'ai le tome 2 que j'ai pas encore lu, qui s'appelle Magnifica, et que j'ai eu l'année dernière. Je crois qu'il est sorti l'année dernière, et le tome 3 est sorti là, je crois il y a pas longtemps. Qu'il me faut aussi faudrait que je lise le tome 2 et après que je prenne le tome 3. Voilà, donc ça passe surtout des cathares aussi, donc bon, ça parle pas du tout des cathares, mais en tout cas voilà, ça ressemble un peu à ce type de roman là. Donc, après, je me suis donc pris Le Roi Folle de Laurent Decaux, qui est très connu, c'est un roman très très connu. C'est un roman qu'on conseille beaucoup en histoire, donc ça a l'air vraiment intéressant. Je vais vous lire le résumé. Au début de l'année 1392, tous les rêves sont permis à Charles VII. Pardon, Charles VI. Oula. La reine Isabeau vient d'accoucher d'un fils. Le pays retrouve la prospérité. La guerre avec l'Angleterre semble toucher à sa fin. Mais en quelques mois, un scandale d'adultère, un attentat contre son connétable et une maladie inexplicable s'abattent sur le jeune roi. Charles, diminué par ses crises de démence, le fastueux s'agite en coulisses. À la cour, le vice est l'affaire de tous et l'ambition n'est pas l'apanage des grands. Dans l'incroyable chaos qui s'ensuit, le spéculateur Nicolas Flamel, l'italienne Valentine Visconti, le peintre Paul de Limbourg et le cuisinier Taillevin auront tous un rôle à jouer. Donc voilà, c'est vraiment un roman historique. Aussi, c'est pas une enquête, c'est plutôt un roman historique plutôt sur des faits historiques qui se sont passés. Ça a l'air vraiment très sympa. J'ai lu plusieurs fois ce livre dans des librairies style un peu historique, de monuments historiques. Donc je me suis laissée tenter par ce roman. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, qui l'ont beaucoup apprécié, donc on verra bien. Donc voilà pour les deux romans que j'ai pris donc au château de Angers. Et donc en se promenant à Angers, je suis passée devant une librairie. Et qu'est-ce que je n'ai pas vu? Une librairie. La librairie, donc, au départ, je me suis dit, non, je vais rien acheter. Non, rien acheter. Et en fait, j'ai vu un livre. Qui s'appelait que j'entendais sa sortie. Et donc, je me suis laissée tenter. C'est donc le nouveau Stuart Turton. Donc, qui est donc L'étrange traversée du Sardam. Donc, Edward Thornton, il faut savoir qu'il a écrit donc les 10 morts d'Evelyn Castle, les 7 morts, je sais plus. Bon bref, en tout cas, les plusieurs morts d'Evelyn Castle, que j'avais beaucoup aimé, qu'il fallait vraiment s'y tenir, il fallait écrire. Moi j'avais écrit qui était qui. Vraiment, c'était une super enquête. Hein. Vraiment, du début à la fin, moi j'ai tenu mon enquête. Beaucoup ont abandonné parce que c'est pas du tout leur truc, mais en tout cas, je sais que moi j'avais adoré. Donc, le résumé. 1634, le Sardam quitte les Indes orientales pour Amsterdam. À son bord, le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille, au fond de la cale, un prisonnier, le célèbre détective Samuel Pepys, victime d'une sombre affaire. Alors que la traversée s'avère difficile et périlleuse, les voyageurs doivent faire face à une succession de phénomènes surnaturels. Un symbole dessiné à la cendre apparaît sur la grande voile. Une voix terrifiante se fait entendre dans la nuit. Le bateau serait-il hanté? Ses occupants maudits? Aucune explication rationnelle ne semble possible. Et l'enquête se révèle particulièrement délicate entre les superstitions des uns et les secrets des autres. Ouais, ça a l'air vraiment encore un thriller hyper addictif comme d'habitude. C'est ce que nous fait toujours du Stuart Thornton. En tout cas, il était sorti l'année dernière. Je crois qu'il n'y avait pas eu beaucoup de personnes qui l'avaient lu et qui avaient beaucoup apprécié. Donc on verra bien. En tout cas, comme d'hab, une grosse brique, 600 pages. Ouais, à voir si
je sais que j'avais organisé une lecture commune sur le dernier Stuart Thornton. À voir si je ne veux pas organiser une lecture commune. Je dis toujours ça, j'organise une lecture commune, j'en fais pas. Je n'en fais pas parce que je n'arrive pas à m'organiser, je n'arrive pas à vous dire allez hop, on fait une lecture commune. Et on va dire que dès que je propose une lecture commune, j'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent. Donc c'est pour ça que je suis un peu découragée à vous proposer des lectures communes. Donc voilà, je sais pas quoi faire. Est-ce que je vous propose des lectures communes? Est-ce que je vous dis est-ce que celui-ci vous plaît? Ou si je vous l'impose? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas voilà. Je voudrais trop le lire, j'adore Stuart Thornton, donc on verra. Voilà, et donc je me suis repartie aussi avec un très joli marque-page, très floral, très printemps, je trouve vraiment très beau. Voilà, c'est Bill Apper, ça s'appelle la marque. Je connais pas. Voilà, pour les livres, le livre acheté en librairie à Angers. Donc ceci ne se finit pas là. J'ai donc été le lendemain à Fontevraud. Et à Fontevraud, il faut savoir qu'à Fontevraud, c'est donc une abbaye, mais qui a connu pas mal d'histoires. Donc d'abord, donc cette abbaye-là, il y a beaucoup de rois anglais qui sont enterrés, comme Richard Cœur de Lion, mais aussi sa mère, qui est donc Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, on a beaucoup écrit sur elle. Moi, j'ai lu en début d'année son histoire, que j'avais pas beaucoup appréciée, que j'avais beaucoup de mal, beaucoup de longueur. Donc de Elizabeth Chadwick, si je me trompe pas. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je retente de lire un peu sur Aliénor d'Aquitaine. Et donc je me suis pris La Révolte de Clara Dupont-Meneau, qui est très connue. Clara Dupont-Meneau a fait un roman que j'ai pris il n'y a pas très longtemps, qui est donc S'adapter, qui a eu donc un prix, qui a été très bien perçu. Et on m'avait dit, je crois que c'est Lorraine, des petites lectrices, qui m'avait dit, mais Marie, toi qui aimes bien... Toi qui aimes bien les romans historiques, tu connais pas les romans de Clara Dupont-Meneau? Et moi je non. Et après j'ai vu la couverture, je me suis dit si, ça me dit quelque chose, mais je l'ai jamais eu. Donc en fait ce roman-là parle de Aliénor d'Aquitaine et d'une période de sa vie. Je vais vous en dire un peu plus. Donc c'est en 1173, Aliénor d'Aquitaine pousse 3 de ses enfants à la rébellion contre le roi d'Angleterre, son époux. La voiture racontée par son fils Richard Cœur de Lion dans une œuvre pétrie de poésie, de cruauté. Un regard qui révèle 2 personnages pleins d'amour, d'honneur et de violence, et tiraillés par leur passion, ambition, haine et loyauté. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mon chat, il m'a fait peur. Voilà, donc c'est un roman qui retrace en fait la révolte des fils de Aliénor d'Aquitaine contre son mari. Voilà, c'est un petit roman, hein, il fait à peine 200 pages. Je pense que c'est un roman qui va se lire vite. Et il y avait aussi, à la sortie avant, donc Le Roi disait que j'étais diable, qui parle aussi d'Aliénor d'Aquitaine. Donc je sais pas si il faut que je lise d'abord Le Roi disait que j'étais diable, et après lui. Je pense pas, hein. Bon, en tout cas, voilà. Si vous connaissez pas Clara Dupont-Meneau, voilà, elle a écrit des romans sur Aliénor d'Aquitaine. Après, en fait, en visitant l'abbaye de Fontevraud, je me suis rendu compte, je ne savais pas, qu'en fait l'abbaye de Fontevraud a été une prison. Et cette prison, elle a été je crois qu'elle a été fermée dans les années 60. Donc quand même, ça a duré très longtemps. De cette prison, en fait, il y a eu donc des écrits. Un ancien prisonnier a écrit un livre sur les conditions des prisonniers à l'abbaye de Fontevraud, qui est donc Jean Genet, Miracle de la Rose. Et je connaissais un peu de nom ce roman, et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais j'ai trop envie de le prendre sérieusement, sur les conditions, en fait, voilà, je vais vous lire un peu le résumé. C'est en quittant la santé pour Fontevraud, je savais déjà qu'Armacon y attendait son exécution. À mon arrivée, je fus donc saisie par le mystère d'un de mes anciens camarades de Maitret, qui avait su notre aventure à nous tous, la pousser jusqu'à sa pointe la plus ténue, la mort sur l'échafaud, qui est notre gloire. Donc c'est vraiment sur en fait les conditions des hommes en fait dans cette prison. Donc ça a été aussi donc une prison pour résistants
donc sous les nazis. Et après, ça a été donc une prison tout simplement en France, quoi. Une des prisons de France. Là, je vous lis un peu la première phrase. De toutes les centrales de France, Fontevraud est la plus troublante. C'est elle qui m'a donné la plus forte impression de détresse et de désolation. Et je sais que les détenus qui ont connu d'autres prisons ont éprouvé, à l'entendre nommer même, une émotion, une souffrance comparable aux miennes. Je ne cherchais pas à démêler l'essence de sa puissance sur nous, qu'elle la tienne de son passé, de ses abesses filles de France, de son aspect, de ses murs, de son hier, du passage des bannières partant pour Cayenne, des détenus plus méchants qu'ailleurs. Pour son nom, il m'importe, mais à toutes ces raisons, pour moi, s'ajoute cette autre raison qu'elle fut lors de son séjour à la colonie de Mettray, le sanctuaire vers quoi montrer les rêves de notre enfance. Donc, Fontevraud, donc ça a été longtemps en fait une prison parce que c'était une prison à partir en fait de Napoléon. Donc pour vous dire, il y a eu Napoléon, il y a eu en fait ça a été quasiment 200 ans une prison et on va dire c'est plutôt dans les années 80 plutôt, non 70 que après ça a été repris pour en fait un lieu plutôt de patrimoine et pas une prison. Donc voilà. Ça me tenait à cœur de jeter ce roman-là sur les conditions des hommes, en fait, les conditions des hommes en prison, surtout à cette époque-là qui était quand même assez dure. Faut savoir que, bon, je vais un peu étaler ma culture, j'aime pas trop ça. Simone Veil a été donc une des femmes qui a fait à travailler sur les conditions des prisonniers en fait quand elle a été en fait nommée, elle n'a pas été ministre mais elle a été en tout cas bras droit du ministre de la justice et en fait elle a travaillé sur ça, elle était secrétaire d'État, voilà c'est ça, elle a travaillé sur ça en fait, elle a travaillé sur les conditions des prisonniers et elle a fait beaucoup évoluer les choses et ce roman là je pense que ça a été peut-être écrit au moment où peut-être les choses changeaient mais en tout cas c'était un témoignage d'avant comment les conditions étaient en France dans les prisons. Donc voilà, alors ça a été écrit, je peux pas vous dire, daté de 1943. Voilà. À Notre-Dame des Fleurs, Miracle de la Rose marque le début de l'œuvre de Jean Genet. Ce roman est daté de 1943. Il reflète les passions du prisonnier, ses souvenirs, sa vie et celle de ses compagnons qui transforment la légende en œuvre d'art. Le récit commence de l'arrivée de l'auteur à la centrale de Fontevraud. Mais la présence d'un condamné à mort, Arcamon, qu'il a connu jadis, est une occasion d'évoquer la maison de correction de Mettray, où Jean Genet avait été enfermé à 15 ans. Donc voilà pour ce roman. Et donc, je suis pas repartie sans deux, toujours trois. Le troisième, c'est donc un Christian Jacques, Le Moine et le Vénérable. Alors, je ne savais pas du tout que Christian Jacques avait écrit un thriller sur l'époque médiévale. Enfin, pas vraiment l'époque médiévale, plutôt l'époque Seconde Guerre mondiale. Moi, je ne savais pas du tout. Donc, je suis assez étonnée. Quand j'ai vu Christian Jacques, je me suis dit, Christian Jacques, qu'est-ce qu'il a écrit? Donc, ça s'appelle Le Moine et le Vénérable. Début 1944, deux hommes sont arrêtés par la Gestapo et emprisonnés dans une forteresse allemande. L'un est médecin et vénérable d'une loge maçonnique très ancienne. L'autre est un éminent moine bénédictin. Sous les ordres de Himmler, un service secret traque les ordres religieux et les sociétés secrètes afin de leur arracher leur pouvoir. Comment le franc-maçon et le chrétien vont-ils s'écouter et s'entendre face à des tortionnaires nazis déterminés à les asservir? Donc voilà, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, donc très intriguée. On verra bien, dites-moi si vous l'avez déjà lu. Je suis vraiment très intriguée. C'est un petit roman, hein. Il fait 250, même pas 250 pages. Donc voilà pour mes achats, en fait. Beaucoup d'achats. Donc, je vous disais que j'étais donc en question de lecture en cours. J'ai fini Meurtre et Muffin au Myrtille. Je l'ai fini donc samedi sur la route. J'ai adoré. Je vous disais avant que la vidéo s'arrête que j'ai adoré, c'est mon tome préféré pour l'instant. Un très bon tome. On suit toujours donc Anna Swanson, on suit aussi un peu ses déboires en amour et ça me fait toujours très rire. Très bon Cozy Mystery. Je vous avoue que quand j'ai lu le premier, j'étais pas emballée et là au troisième, je suis totalement emballée, très pressée de lire le quatrième.
Emeline, faut qu'on se fixe au 4e tome. Moi, je suis pressée de chez pressée. Voilà, très très bonne lecture. Je vous conseille vraiment les enquêtes d'Anna Swanson, qui est vraiment un très très bon cozy mystery. Donc, j'ai enchaîné après sur une autre lecture qui est pas du tout la même chose. C'est donc Ravissement de Laurence Lyoto. C'est donc un livre qui est donc pour le prix HarperCollins Poche. Je vais vous lire le résumé. Louise, 33 ans, revient dans le village de son enfance pour retrouver sa grand-mère Toinette, femme du Sud au caractère fort qui l'a élevée. Elle l'a quitté 15 ans plus tôt pour suivre Paul, un peintre plus âgé qu'elle a rencontré un jour d'été. Dès qu'elle l'a vu, elle l'a su. Il a suffi d'un rien pour me ravir tout entière. Mais savait-elle que ce ravissement tiendrait moins d'un rêve que d'un rapt, car si Louise est revenue c'est pour fuir l'incendie de leur Bastide où Paul a péri. C'est le souvenir des 15 années de l'enfer auprès de son grand amour et tortionnaire. Dans un récit mêlant passé et présent, la narratrice se souvient. J'ai adoré, vraiment, je suis même très étonnée par ce roman-là. Alors, pour vous dire, on est en mars, donc je comptais lire en fait des livres sur conditions de la femme, et ce livre-là rentre totalement dans Mars au féminin. C'est vraiment un livre, moi vraiment j'ai pas de mots, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. C'est une femme en fait qui est en fait sous une emprise d'un homme qui en fait cet homme-là va totalement la martyriser, la battre, mais aussi faire, l'harceler en fait, mais de toute façon c'est un pervers narcissique ce mec, voilà, tout simplement. Il lui a bouffé sa vie, il lui a... horrible, c'est vraiment un mec horrible. Et elle est tombée sur un mec comme ça, elle était jeune, elle s'est lancée embrigadée, et voilà, c'est vraiment, hein, je dis pas que c'est sa faute, au contraire, vraiment, je trouve ce livre tellement vrai, tellement juste. En fait, c'est vraiment le livre le combat de cette femme, mais il y a plusieurs femmes en fait dans ce roman-là. Il n'y a pas qu'une qui se combat cet homme-là, il y en a d'autres en fait. Et on va en prendre un peu plus dans ce livre, et la fin m'a un peu... je me doutais un peu de la fin, parce que quelques pages, je me disais, il y a quelque chose qui cloche avec l'histoire d'un autre personnage, et en fait la fin je m'en doutais un peu, mais c'est une fin qui était bien, c'est une très bonne fin. C'est cette fin là que j'attendais pour ce roman là. Vraiment, ça rentre vraiment dans Mars au féminin, ça rentre vraiment dans... Donc l'auteur est une femme, et ça rentre vraiment dans l'emprise, on va dire, d'une femme sous un pervers narcissique, par un mec horrible, par un pauvre, excusez-moi du terme, par un pauvre con, voilà, tout simplement. Voilà, c'est un très bon livre. Pour l'instant, du prix HarperCollins Poche, je peux vous dire que c'est pour l'instant pour moi le meilleur. Vraiment, qui m'a beaucoup touchée. J'en sors j'ai un peu froid dans le dos par ce qui s'est passé, et j'en sors un peu troublée. Voilà, très très bonne lecture, et je suis très contente d'avoir découvert cette autrice qui mérite vraiment d'être lue. Je vous le conseille. Voilà pour ma lecture finie. Pour ma lecture en cours, je vais le prendre tout de suite. Alors, il est où? Il est juste ici. Hop. Je vais donc lire le dernier message de Nicolas Beuglet, que je vais lire aussi en lecture commune avec donc une de mes copines du book club, Margot. On va donc commencer ça aujourd'hui. C'est un roman que je voulais absolument lire. C'est une saga. J'ai eu le tome 2 il n'y a pas longtemps, donc je me dis après on pourra le continuer si tout me plaît. Voilà, très pressée de pouvoir découvrir la plume de Nicolas Beuglet. Donc sur ce, je pense que je vais vous laisser là. J'ai plus rien à vous dire, enfin j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai fini. Je vais vous laisser là, et je vais vous reprendre, donc je vous parlerai donc de ma lecture en cours, et donc je vais vous reprendre plus tard. À plus tard. Hello, donc je vous reprends aujourd'hui, on est donc dimanche. Je vous ai pas pris de la semaine, mais j'ai pas grand chose à vous dire, alors qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire. C'est pour ça que je vous ai pas repris depuis donc lundi dernier. Donc en fait je vais vous parler pas mal de choses, et je vais donc clôturer ce vlog pour en entamer un nouveau là juste après. Voilà, alors donc quand on s'est quitté, donc je terminais le ravissement.
donc un roman qui était donc dans le prix HarperCollins Poche, dont un roman que j'avais donc beaucoup aimé. Donc j'avais terminé ce roman-là et j'ai donc enchaîné avec le dernier message de Nicolas Begley. Alors c'est un tome 1, donc pour l'instant il y a 3 livres qui sont sortis, ça c'est le premier tome. En fait c'est l'enquête donc de Grace Campbell, qui se passe donc en Écosse. Au début ça se passe en Écosse, bon après il se passe pas mal de choses. Donc voilà, le dernier message, moi je ne connaissais pas donc de Nicolas Begley, il avait déjà fait en fait d'autres romans juste avant donc cette série de romans avec Grace Campbell. Donc il avait fait déjà pas mal de romans. Et donc c'est la première fois que je lis de Nicolas Begley. Voilà, donc au départ c'est une enquête sur le meurtre en fait d'un laïc retrouvé mort dans une abbaye en Écosse, sur l'île de Yoma. Donc c'était un peu bizarre parce qu'il est retrouvé avec le cerveau en bouillie, donc un peu bizarre cette mort. Surtout que c'était la nuit, qu'il n'y avait que les moines qui étaient dedans, donc c'était un très 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 intriguant et très 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 bizarre. Et en fait, ça va en fait nous entraîner plus loin que ça. On va apprendre pas mal de choses sur cette personne qui est décédée, sur Anton. Et en fait, ça va se démêler et ça va arriver sur des choses pour moi qui étaient improbables. C'est pas improbable, genre j'ai pas aimé, c'est improbable, genre waouh, je m'attendais pas à ça du tout venant de la part en fait de l'auteur. Et j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce qu'il me manquait en fait quelque chose, mais j'ai beaucoup aimé. On sort de ce roman-là avec beaucoup d'interrogations. On se pose beaucoup de questions sur la vie, sur tout en fait, sur l'univers. Et voilà, Nicolas Begley m'a mis dans une sensation où voilà, de questionnement juste à la fin de ce roman. Je l'ai fini là ce matin et vraiment j'en sors un peu chamboulée. Mais c'était une très très bonne lecture, pas de coup de cœur mais une très bonne lecture. J'ai donc le deuxième tome de cette série d'enquête de Grace Campbell qui est donc Le Passager sans visage que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi pas le lire, pourquoi pas bientôt le lire parce que vraiment ça m'intrigue beaucoup cette série de livres. Donc voilà, c'était donc une très bonne lecture que je vous conseille donc le dernier message de Nicolas Begley. J'ai fini ce roman là de ce matin et comme on est donc à Mars au féminin, j'ai donc commencé cet après-midi, début d'après-midi, un livre que je voulais en fait lire pour Mars au féminin, que je pense qui est pas mal à lire. C'est V comme Virago. Je l'avais donc reçu dans une box. Je vous avais dit que j'allais le lire pendant Mars au féminin. Donc je vais pas tout lire tout d'un coup comme une lecture. Je vais lire quelques pages de temps en temps. C'est des petites biographies. Attendez, je vais vous montrer. Des petites biographies comme ça sur des femmes dont on connaît pas vraiment l'histoire, dont elles ont été un peu oubliées, où ils ont été même où on leur a un peu coupé en fait l'herbe sous les pieds, on leur a pris peut-être leurs idées, les hommes ont pris leurs idées. C'est des femmes en fait qui étaient courageuses, donc impertinentes. En fait, il y a plusieurs chapitres comme ça. Il y a impertinente, il y a novatrice, il y a ambitieuse. Et en fait, voilà, c'est des thématiques impertinentes, ambitieuses, novatrices, ambitieuses. Vraiment, c'est super intéressant. Pour l'instant, j'ai lu une 30aine de pages. Et par exemple, j'ai lu sur la biographie de Louise Michel. J'ai lu la biographie de Josephine Baker, de Grace Hopper, de Thérèse Claire. Vraiment hyper intéressante. Moi, il y en avait que je connaissais pas du tout. Donc vraiment très très bon livre pour Mars au féminin, je vous conseille vraiment. V comme Virago. Et Virago, c'était une femme guerrière forte et courageuse, héroïne. C'est une héroïne, donc c'est Ovide. Donc Ovide qui était donc un écrivain, un penseur de la Grèce antique, 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup, ça c'est assez... comment dire, ça nous fait vachement réfléchir à nous, à un peu nous les femmes, un peu ce qui s'est passé avant nous. Et voilà, très très bon livre, je dirais pas roman, mais très très bon
livre et voilà. Donc je vais lire ça un peu au fil du mois, peut-être une partie chaque jour, je ne sais pas encore, mais en tout cas ce sera sur ma table de nuit. Voilà pour ma lecture donc, que j'ai commencé aujourd'hui. Et pour ma lecture, on va dire que je vais vraiment lire toute cette semaine, c'est donc Nos racines invisibles de Isabelle Larraguig, que j'ai donc reçu en service presse il y a un mois, en février. Et donc je me suis empressée de lire car je rencontre très bientôt l'autrice. On m'a proposé de la rencontrer très bientôt, là je crois cette semaine, si je m'en rappelle bien. Et donc je me suis dit c'est l'occasion de lire ce service presse que j'entends beaucoup parler et que en bien. Donc de toute façon, juste le résumé me plaisait, donc je suis vraiment très impatiente de découvrir. J'ai lu 2 chapitres, hein, voilà, je suis à la page 17. Donc voilà, ça parle, je vais vous lire plutôt le résumé. Étudiante en archéologie, Romy mène une existence plutôt solitaire depuis la mort de sa mère, alternant chantier de fouilles au Brésil et sessions de travail sur sa thèse à Lyon. Si elle a consacré sa vie à étudier les civilisations ancestrales, elle ne peut se débarrasser du sentiment que quelque chose cloche dans son propre arbre généalogique. Elle n'a pas grand-chose en commun avec son père, dont le seul but dans la vie semble être de figurer dans le livre Guinness des records par tous les moyens, même les plus ridicules, ni avec cette grand-mère avec laquelle elle n'a jamais réussi à avoir de véritables conversations. Alors, même s'il serait plus confortable de ne pas savoir, même si les tests ADN sont illégaux en France, elle se lance dans une quête de ses racines qui risque de bouleverser sa vie à tout jamais. D'une écriture sensible, Isabelle Larraguig nous offre un drame familial rempli d'émotions qui aborde avec subtilité la question des liens de filiation. Donc voilà, le roman m'avait donc été envoyé en février, c'est moi qui l'avais demandé. Donc je remercie encore Eric Poupée de me l'avoir envoyé. En tout cas, je suis très impatiente de découvrir cette histoire. Donc voilà, ça parle de filiation, de racines. Je pense que ça va être une enquête sur elle-même, sur sa vie, sur ce qui s'est passé, qui étaient ses parents, donc très intéressant. Donc voilà, donc ça c'est ma lecture qui va être donc de cette semaine. Je voulais aussi vous prendre parce que j'ai donc reçu un livre que j'avais donc précommandé. Donc voilà, moi les précommandes, je précommande surtout les romans d'auteurs ou d'autrices que j'apprécie énormément et que je sais que ce livre-là va me tenter, c'est sûr, et que pour moi c'est vraiment des auteurs où c'est bingo quoi, c'est vraiment des auteurs qu'on adore. Dont une que j'aime beaucoup, c'est donc Serena Giuliano. Je vous disais donc que c'était donc Serena Giuliano qui a sorti son roman cette semaine, Un coup de soleil. Donc Serena Giuliano, j'ai lu tous ses romans, je crois bien. Oui, je crois. Peut-être un que j'ai pas encore lu. Je ne sais plus lequel, mais dans ma bibliothèque, je sais que je l'ai. Il faudrait que je le lise. J'ai lu son dernier roman cet été que j'avais beaucoup aimé, qui était Salapec et Tiamo, qui sort en poche, là, qui est sorti en poche cette semaine en même temps que son nouveau livre. Je l'ai précommandé parce que c'est vraiment une auteure que j'adore. La couverture est encore magnifique. On a toujours l'impression... on a l'impression d'être à Venise, tout simplement. J'ai jamais fait Venise, c'est la seule ville d'Italie ou de grande ville italienne que j'ai pas faite. Donc ouais, on est à Venise. On voit les canaux juste ici. Encore magnifique ces couvertures. Je vais vous lire le résumé. À Salerno, les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Éléonore. Entre ses ménages, ses jumeaux ados, elle n'a pas le temps de goûter à la Dolce Vita. Surtout Éléonore ne parvient pas à oublier Marco, dont elle vient de se séparer. Pendant qu'elle récure chez les autres, au moins son esprit est occupé. Mais en pénétrant dans l'intimité de ses clients, elle va s'apercevoir que les apparences sont trompeuses et sa routine bien huilée pourrait se trouver chamboulée. Son rêve de toujours deviendra-t-il réalité et si un hasard s'apprêtait à rabattre toutes les cartes. Son dernier roman, Sarah Perchettiamo, que j'avais beaucoup aimé, était un peu plus petit et là celui-ci il est un peu plus gros, ouais, il fait à peu près 200 pages, et tout ça fait plutôt 150 pages. C'est un genre
j'ai l'impression de journal intime. On suit lundi, mardi, voilà. En tout cas, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait en début, je crois. Alors, il est où? Ah! Sur la couverture, vous avez la recette du cacio e pepe. C'est des spaghettis avec du pecorino fraîchement râpé et du poivre noir en grains. Je crois que pépé c'est poivre, si je me trompe pas. Oui, je crois. Mais en tout cas, c'est marrant. On a des recettes. Voilà, ça c'est Sarah Perquet-Tiamo qui est sorti un livre de poche. Moi, je l'ai en grand format. Donc, je vais pas m'amuser à racheter le livre de poche parce que surtout que le grand format, il est dédicacé. Donc, non. Donc, voilà, très très contente de retrouver encore Serena Giuliano. Je pense que ça sera une lecture d'été, un coup de soleil, vous pouvez comprendre. Ces lectures-là de Serena Giuliano, c'est vrai, je les lis souvent l'été. Sarah Perquet-Tiamo, je l'ai lu l'été. Luna, je l'ai lu l'été. C'est vraiment pour moi des romans d'été, des romans qu'on veut savourer quand on a le temps. Et c'est vraiment des super romans à tous les coups. Donc voilà, le roman de de Serena Giuliano. Hier j'ai fait un petit tour à la Fnac. On a juste l'étiquette. J'ai fait un petit tour à la Fnac. Et je suis tombée sur un livre que ça fait beaucoup de temps en fait que je voulais découvrir cet auteur. C'est donc une auteure qu'on a beaucoup passé il y a 2 ans peut-être. Et c'est une auteure qui, je sais, va sortir un nouveau roman chez Charleston dans pas très longtemps, je crois bien en mai. Et je voulais donc absolument lire ce roman-là pour voir si ce nouveau roman pourrait me plaire. C'est donc Je suis venue te dire de Cynthia Kafka. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé. Je crois que c'est un peu dans les... comment dire dans la veine de Virginie Grimaldi et de Serena Giuliano, qui sont quand même 2 auteurs que j'apprécie. Donc je pense que je vais aimer ce roman-là. Je vais vous lire le résumé. À 28 ans, Rose a l'âge où l'on a l'ordinaire trouvé sa voie. Or, sa vie est sans charme ni éclat. Elle ne sait pas comment allumer l'étincelle qui la fera briller, mais elle connaît la cause de ce désastre, son géniteur. Après 10 ans d'absence, elle regagne sa ville natale à la rencontre de ce père tant haï pour régler ses comptes et enfin se reconstruire. Mais surprise, elle le découvre en soins palliatifs, dans l'incapacité de répondre à ses questions, ne pouvant que l'écouter. Entre ses croyances d'enfance et ses rancœurs d'adulte, Rose part à la découverte de l'autre pour s'accepter. Mais comment trouver la force du pardon quand on s'est construit dans la colère ? Je suis désolée, j'ai mon portable qui se coupe à chaque fois, c'est pas la première fois. Je disais que ça ressemblait donc beaucoup à du Serena Giuliano. Donc je pense que ça va me plaire. Je sais que voilà, elle en a sorti d'autres. Elle a sorti en 2022 Contre vent et secret. Ouais, qui est sorti le 13 octobre 2022. Donc là, en fin d'année. Donc elle en a sorti pas mal quand même, je crois. Et celui-ci, je crois que ça a beaucoup marqué. Ouais. C'est celui-ci que j'ai vu beaucoup passer, donc très impatiente de pouvoir lire aussi ce roman-là. Dites-moi si vous l'avez lu, ça m'intéresse de savoir tout ça. Voilà, c'était tout. Je voulais vous montrer, bon c'était tout, je vous ai quand même pris pas mal de temps. Je vais donc vous laisser là, je vais ouvrir certainement un nouveau vlog juste après. Je vais donc m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. Ça sera un petit vlog. J'ai beaucoup filmé la semaine dernière quand j'étais en visite. Cette semaine pas trop. J'avais pas trop le temps. Mais bon, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous laisse là et je vous souhaite donc de bonnes lectures.